Hello, bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast décomplexé sur la santé et la nutrition qui vous partage toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles. Convaincue aujourd'hui par la nécessité d'une approche globale des troubles de santé, j'accorde autant d'importance au bien-être mental qu'au bien-être physique. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à comprendre votre corps ainsi que les besoins qui se cachent derrière vos symptômes, tout en vous partageant mes conseils pour faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation. Je vous retrouve chaque mercredi pour faire le plein de vitalité et de sérénité au quotidien, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle interview et aujourd'hui j'ai eu le plaisir d'accueillir Cindy qui est naturopathe spécialisée dans le burn-out et l'épuisement de manière générale et le petit fun fact c'est qu'elle est aussi fan de Buffy contre les vampires que moi, ce qui fait qu'on a beaucoup parlé à ce sujet et puis de fil en aiguille eh bien je me suis dit mais en fait voilà je vais l'inviter parce que c'est quand même une experte dans son domaine, elle a beaucoup de choses à nous partager et en plus voilà le burn-out c'est quand même une thématique qui est très importante pour moi, j'ai vraiment envie de sensibiliser davantage sur le sujet. Donc vous avez déjà eu mon histoire personnelle, vous avez aussi un épisode sur le burn-out plutôt maternel, il y a un épisode sur le burn-out vraiment professionnel et là ça va être sur le burn-out de manière générale parce que comme elle va très bien nous le partager durant l'épisode, vous verrez que très généralement le burn-out peut aussi être axé sur l'ensemble de notre vie et avoir donc cet aspect un peu plus général. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, que ce soit via WhatsApp, que ce soit en story, sur les réseaux, etc. pour partager encore plus les informations concernant le burn-out qui sont vraiment indispensables et je pense qu'il faut continuer de sensibiliser sur ce sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à me laisser votre avis, à me dire ce que vous avez pensé également de cet épisode, je serai ravie de vous lire. Et puis quant à moi, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une agréable écoute. Coucou Cindy et bienvenue dans le podcast. Je suis très contente de t'inviter aujourd'hui pour nous parler de ta spécialité. Mais avant tout, comme d'habitude pour les interviews, est-ce que tu peux déjà te présenter et nous dire voilà ce que tu fais aujourd'hui? Coucou Marina, merci pour l'invitation dans ton podcast. Alors moi je m'appelle Cindy, j'ai 32 ans et je suis une jeune naturopathe spécialisée donc dans le burn-out de manière générale. Super. Et justement, qu'est-ce qui t'a mené, qui t'a motivé à aller vers la naturopathie et puis ensuite à te spécialiser vers l'épuisement et le burn-out? Et ben mon parcours, tout simplement, ma vie de manière générale. J'ai passé ma vie en fait à être épuisée, à être fatiguée. Le monde du travail n'a rien arrangé pour moi puisque j'ai été diagnostiquée d'un pré-burnout en 2019. Et en fait, la seule chose qui m'a empêchée, on va dire, de faire un burn-out complet, ça a été le confinement de 2020 qui m'a permis de prendre un peu de recul, on va dire, au moins sur le travail et de m'intéresser un peu à d'autres choses, dont la naturopathie, voilà, et de me construire un peu en dehors du travail. Sauf que il se trouve que en 2020, donc en septembre, après un peu toutes ces phases de confinement, j'ai vécu un très gros choc émotionnel. J'ai perdu quelqu'un de très proche assez brutalement. Et donc, s'en sont suivis des mois de deuil, voilà, et de beaucoup de remises en question, une psychothérapie, un parcours assez compliqué après à ce moment-là, mais qui en même temps a réveillé chez moi des envies de devenir naturopathe que j'avais déjà, et donc qui m'ont un peu permis, cet accident, ce traumatisme un peu m'a permis d'ouvrir les yeux sur ce que j'avais envie de faire et de me remettre un peu au premier plan dans ma vie. Donc j'ai décidé de devenir naturopathe à ce moment-là. Je me suis lancée dans une reconversion quelques mois plus tard et tout en continuant mon travail et tout en continuant ma vie, on va dire.
Et donc, en découvrant la naturopathie, en découvrant un peu le monde de la physiologie et des liens qu'on pouvait faire dans le corps, je me suis rendu compte que ben, j'avais fait un burn-out, un vrai en fait, et c'était pas du tout un pré-burn-out que j'avais fait, et que j'avais pas du tout eu un suivi qui avait été adéquat, et que par conséquent je traînais encore ces conséquences de burn-out, même en ayant découvert la naturopathie. Et donc à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce burn-out couvait depuis longtemps, bien avant mon arrivée dans le monde du travail, bien avant les drames qui ont pu m'arriver après, et qu'en fait c'était vraiment lié à des choses qui sont complètement générales, quoi, à des mécanismes, à une charge mentale. Il y a eu effectivement le deuil par-dessus, le travail, mais c'était voilà, c'est un épuisement que je couvais depuis longtemps. Et il a fallu que je devienne naturopathe et que je prenne beaucoup de recul pour me rendre compte de ça. Donc forcément, quand j'ai commencé à être naturopathe, à m'installer, ça a été une évidence pour moi de partager mon parcours et de partager les connaissances que j'avais eues en fait pour me sortir de cet épuisement chronique de toute une vie, clairement. Et donc c'est pour ça que je me suis spécialisée dans le burn-out. D'accord, oui, donc c'est un parcours qui est plein d'obstacles, de choses qui sont pas vraiment positives, mais tu as su en faire quelque chose de positif au final, et ça c'est top parce que tu as mis ton expérience au service des autres personnes qui pourraient traverser la même chose. Et justement, tu as bien insisté sur ce fait que ce burn-out, au final, il était... on va dire, il était quand même assez présent, en tout cas les premiers symptômes étaient déjà présents, et que c'était pas que la partie professionnelle qui avait eu un impact là-dessus. Et ça, c'est super important parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui associent le burn-out uniquement à la partie professionnelle. Mais toi, comme tu nous l'as bien dit, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont rentrées et qui ont participé à ce burn-out. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelles vont être les principales différences en général entre un burn-out comme toi tu le définis et vraiment le burn-out purement professionnel que les gens connaissent. Alors, c'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire que c'est un peu la même chose, et il y a des similitudes entre les deux, c'est-à-dire que la résultante, ça va être la même. On va avoir un épuisement physique, un épuisement psychique, physiologique et émotionnel dans tous les cas. Par contre, la cause, ça va pas être la même. Moi, ce que je dis souvent à mes clientes, aux personnes qui viennent me voir et que j'accompagne dans le burn-out, c'est que elles ont été trop fortes pendant trop longtemps. Et la différence, elle est là par rapport au travail, c'est qu'il y a vraiment une charge, il va y avoir une charge mentale, des pressions externes, des pressions internes, des mécanismes comme le perfectionnisme, le besoin de contrôle, le fait de ne pas savoir dire non, de ne pas savoir poser de limites, de ne pas écouter les signaux, le fait de ne jamais, surtout jamais, ne se faire passer en premier plan. Ça, c'est le syndrome du sauveur qui, à mon sens, je pense que c'est l'une des causes premières des burn-out qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'en fait, on va systématiquement faire passer les autres avant nous. Et voilà, et en fait, ça nous mène à un épuisement. Il y a une énorme dimension émotionnelle dans le burn-out. Donc, au final, les mécanismes ne vont pas être les mêmes, la cause ne va pas être la même, même si, in fine, on va finir dans le même état que si on avait fait un burn-out professionnel, on peut dire. Par contre, les causes, elles sont complètement différentes. Et, et à mon sens, c'est encore plus insidieux de se sortir de ce burn-out-là, parce que c'est des habitudes tellement ancrées, tellement inconscientes qui nous amènent à ça, que pour aller les déloger, pour aller les remuer et les changer, c'est hyper compliqué. C'est vraiment compliqué, c'est difficile. Oui, c'est vraiment un burn-out de la vie en général, en fait. C'est pas que de la vie pro. Exact. Et oui, je confirme, étant donné que c'est bien celui-là auquel j'ai dû faire face également. Donc, ouais, franchement. Et justement, est-ce que là, tu nous en as déjà donné quelques-uns. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus, enfin, de manière un peu plus concrète, peut-être, les différents signes annonciateurs ou vraiment après les symptômes dans un burn-out ou comment on pourrait l'identifier chez quelqu'un qui est soit en train de faire un burn-out ou alors qui est à la limite, quoi.
Ouais, il y a vraiment, je différencie vraiment, même si, alors, dans la société, on va dire que souvent, si t'es pas tombé complètement, c'est-à-dire que si t'es pas là à plus pouvoir te relever, et encore que même dans ces moments-là, on est souvent extrêmement jugé, mais il y a vraiment le côté, si t'es pas complètement tombé, t'as pas fait un vrai burn-out. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pars du principe que, par exemple, en ce qui me concerne, au moment où on m'a diagnostiqué un pré-burnout ou un burn-in, comme on dit, en fait, j'étais déjà en burn-out. Voilà, c'est un épuisement qui est en train de s'installer et il faudrait le prendre bien avant de tomber. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Donc, il y a des signes effectivement avant-coureurs, mais ça va pas forcément être les mêmes au moment où on est tombé entre guillemets et avant. Mais bon, du coup, dans les signes, on peut, il y en a tellement, tellement. On peut citer, par exemple, des personnes qui vont avoir des sensations d'oppression, des palpitations, des angoisses, des gens qui vont commencer à faire pas mal de crises d'angoisse. Souvent, on commence à être un peu cynique, à être un peu acerbe. On a la sensation de perdre un peu son empathie. On est régi par nos émotions. On a l'impression d'avoir la gueule de bois, en fait, on se réveille, on est déjà en gueule de bois, alors qu'en fait, on n'a rien bu du tout et que tout va bien, on a bien dormi souvent, mais non, on a la gueule de bois à longueur de journée, un gros brouillard mental, on peut perdre l'intérêt pour ce qu'on aimait faire avant, tu vois, des choses qui avant nous faisaient plaisir et aujourd'hui on se dit, bah, j'ai pas envie, je vois pas l'intérêt de faire ça. Bon, alors, on traîne une fatigue complètement intense, ça c'est évident. Il y a des personnes qui peuvent développer des troubles du sommeil. Alors ça peut être soit des insomnies, soit des réveils nocturnes, soit le fait de beaucoup, beaucoup dormir au contraire. Beaucoup de gens se disent que dans ces périodes-là, qu'ils ont besoin de dormir, qu'ils sont dans une période où ils ont besoin de sommeil. C'est archi faux. Ça, c'est vraiment l'un des trucs. Non, on n'a pas besoin de dormir. En fait, c'est notre corps qui est en train de s'épuiser. On se sent souvent fissuré ou cassé ou vidé, drainé. C'est des mots qui reviennent beaucoup. Les personnes en burn-out, on dit souvent ça. En fait, je me sens vidée là. J'ai l'impression d'avoir été drainée de toute mon énergie ou d'être un peu cassée ou d'être un peu fissurée. C'est comme si on avait été un peu un super-héros pendant longtemps et là d'un coup on sent qu'il y a des failles. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Les principaux signes aussi, ça va être la perte de mémoire, le fait de plus avoir les mêmes capacités cognitives, de pas réussir à se concentrer comme avant, d'être un peu impatient, de plus être capable de prendre sur nous comme on pouvait le faire avant, voilà. Tout ça, ça va être des signes. Après, il peut y avoir des signes physiques aussi, donc des petits troubles de la santé, notamment les maux de dos souvent. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, on commence à en avoir plein le dos, donc bah, bizarrement, on a mal au dos. Des troubles digestifs, très souvent, ça se porte sur cette sphère-là, et là, c'est pareil, peut-être qu'on en reparlera après, mais c'est pas pour rien. On se sent au ralenti, on est tout le temps malade, voilà, on se traîne, voilà. Tout ça, c'est des symptômes qui peuvent annoncer un épuisement. Et donc c'est souvent là, quand on ressent tout ça, c'est qu'on est déjà bien entamé, mais le fait d'être tout le temps à fond, c'est pas forcément bon signe non plus. Quelqu'un qui va être au taquet tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui va vraiment beaucoup travailler et qui va se dire qu'il ou elle arrive à vraiment bien encaisser beaucoup, beaucoup de choses, c'est pas forcément bon signe en fait. Ça, c'est souvent le signe on est un peu drogué au cortisol, quoi, qui va nous envoyer beaucoup d'adrénaline, beaucoup de noradrénaline, de la dopamine. On va être hyper motivé et en fait souvent c'est quand même ces moments-là où ça va pas tenir très longtemps cette histoire, quoi. Donc quelqu'un qui est vraiment comme ça à fond, mais qui en même temps se dit oui je suis fatigué mais j'arrive quand même à tenir donc ça va. Franchement là aussi il faut faire attention quand on en est là, c'est que souvent l'épuisement il est pas loin, il est pas loin. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un point ouais, je pense que c'est important de le souligner. Mais tu vois, tu vas avoir la fatigue, ou on va dire une période vraiment de fatigue, quoi, et vraiment ce burn-out. Donc toi, comment tu arrives, en tout cas peut-être voilà, en consultation, ou même voilà, quand les gens te parlent de ça, à faire vraiment cette distinction pour que les gens comprennent une distinction entre une fatigue passagère et réellement un épuisement qui soit d'origine, voilà, pro, perso, n'importe, mais comment tu fais cette distinction avec eux? Alors souvent quand même, les personnes qui viennent me voir, elles savent que c'est plus une fatigue passagère parce qu'en général, elles le traînent depuis tellement longtemps que de toute façon, c'est impossible qu'elles disent que c'est passager parce que souvent
6 mois, 1 an, 2 ans, voire même plus. Mais concrètement, la vraie différence, tu le dis dans le mot, hein, une fatigue passagère, c'est censé être passager. C'est-à-dire que notre corps, il est capable de se remettre de moments un peu intenses et voilà, et on a des fluctuations, donc c'est normal qu'on soit fatigué des fois, qu'on ait des coups de mou, qu'on ait même des baisses de morale ou des gros coups de stress ou voilà, des variations, c'est normal. Mais en fait, le propre d'une fatigue passagère, c'est qu'une fois qu'on a pris du repos, une fois qu'on a pris un petit moment pour nous, que ce soit une journée ou 2 jours ou même une semaine, bah on est censé aller mieux et ne plus ressentir cette fatigue pendant un moment. Ou en tout cas, à chaque fois qu'on va se reposer un peu, ça doit aller mieux. Quand on est dans un burn-out ou dans un épuisement chronique ou dans un pré-burn-out ou burn-in, le fait de se reposer, le fait de dormir, le fait de prendre du temps pour soi, ça ne suffit plus. Ça ne suffit jamais. Et c'est souvent ce que les gens disent d'ailleurs, c'est je peux me reposer autant que je veux, je peux dormir autant que je veux, ça ne change rien en fait. Je traîne une fatigue qui est constante. C'est constamment là. Tu es dans un brouillard en fait mental qui est tout le temps là quoi. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux essayer de prendre soin de toi, en fait, ça passe pas. Ça passe pas. Donc elle est vraiment là la différence entre une fatigue qui est normale et un épuisement sur lequel il faut vraiment s'attarder. Ouais, je vois. Bah écoute, déjà, merci beaucoup Cindy pour tous ces éclaircissements et au moins on peut voir clairement aujourd'hui bah, qu'est-ce qui est un burn-out, comment savoir si oui ou non on est dedans. Et justement, on va en venir un petit peu à la partie naturo parce que toi tu as su combiner les deux. Donc déjà, comment toi personnellement tu appliques la naturopathie pour venir aider les personnes qui sont en plein burn-out? Alors, là encore une fois, ça dépend aussi de où en sont les personnes. Est-ce qu'elles sont en ce qu'on appelle donc le pré-burnout ou le burn-in ou est-ce qu'elles ont fait un burn-out? Parce que les déséquilibres vont pas se manifester de la même manière, notamment au niveau du cortisol, où il y a une différence entre le pré-burnout où souvent justement on est dans ce pic un peu de cortisol et le burn-out où, il y en a tellement plus que de toute façon on peut plus rien faire. Mais globalement, ce qui est intéressant dans la naturopathie et moi ce que je trouve dommage parce que c'est pas suffisamment appliqué quand on diagnostique un burn-out quel qu'il soit, c'est que souvent, ce qu'on propose c'est un suivi psychologique, parfois même des antidépresseurs ou des anxiolytiques, et on va pas forcément aller chercher plus loin. On va pas creuser. Ce qui est intéressant en naturo, c'est que nous, notre métier, c'est d'aller chercher premièrement la cause des choses et en plus d'aller amener un regard et une solution qui soit globale, c'est-à-dire prendre toute la personne dans sa globalité pour trouver des solutions. Et dans le burn-out, pour moi, c'est hyper important parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a vraiment des réactions en chaîne, des réactions un peu en cascade, à partir du moment où il y a un déséquilibre quelque part. Et souvent, c'est un déséquilibre qui part du cortisol ou alors d'une déficience en neurotransmetteurs ou en micronutriments. Et en fait, souvent, on commence à avoir une carence quelque part. Comme tout est lié, il y a une carence qui se mène là, il y a une carence qui va se mettre là, et puis là, et puis là. Et puis au final, on finit par un espèce de déséquilibre complet, souvent qui est un déséquilibre hormonal. Et donc, à partir de là, c'est indispensable d'aller appliquer une méthode qui soit vraiment globale. Du coup, pour moi, la naturopathie, c'est vraiment ça. C'est vraiment de cette manière que je l'utilise. C'est aller proposer un accompagnement qui aille chercher donc toute la partie physiologie, donc où là on va aller creuser sur les causes, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour telle ou telle personne, parce qu'évidemment même si il y a toujours des déséquilibres, ils partent pas forcément du même endroit, ils sont pas forcément dus aux mêmes carences, aux mêmes déséquilibres de façon globale. Donc déjà, aller chercher ça, aller essayer de trouver comment est-ce qu'on va rééquilibrer tout ça. Donc moi, ce que je fais, c'est par l'alimentation, par la gestion du stress et des émotions, même si je n'aime pas du tout le mot gestion des émotions. Peut-être qu'on en reparlera, mais voilà, plutôt rééquilibrage en tout cas, ou meilleur accueil des émotions, mais voilà, gestion des émotions. Puis pour moi, surtout pour des gens qui ont fait un burn-out, aller dire à des gens qui ont fait un burn-out qu'il faut gérer quelque chose, je trouve que déjà c'est pas bien. C'est pas la bonne méthode en tout cas. Pas pour les profils de personnes qui font des burn-out. En tout cas, voilà. Donc je vais appliquer ça. On va aussi beaucoup parler de l'oxygénation, de l'activité physique. Le but étant après d'aller recharger vraiment
tout le système hormonal, tout le système des neurotransmetteurs, les surrénales, évidemment. Voilà, c'est vraiment aller chercher chaque petit endroit du corps qui a été touché par le burn-out et aller appliquer de l'alimentation, de la gestion émotionnelle, de la gestion du stress, de l'activité physique. Et pour moi, il ne faut pas que ça s'arrête là. On doit aussi aller puiser dans la partie psycho-émotionnelle et dans la partie mécanisme des personnes. On peut pas simplement, tout comme on peut pas simplement avoir un accompagnement psy, on peut pas tout simplement se dire ben on va changer d'alimentation et le burn-out va aller mieux. C'est pas possible. C'est pas possible. Déjà parce que souvent malheureusement les personnes sont allées tellement loin dans l'épuisement qu'on est obligé aussi de passer par des compléments ou par d'autres choses pour aller recharger les choses. Mais on est aussi obligé, donc comme je disais, de passer par la gestion du stress, la gestion des émotions, l'oxygénation, l'activité physique, l'alimentation. C'est vraiment un accompagnement qui doit être global, mais qui doit aussi aller chercher pourquoi est-ce que dans notre vie quotidienne, on n'arrive pas à mettre de limites? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire non? Comment est-ce que ça se manifeste? Quelles sont les sources derrière de tout ça, en fait? D'où est-ce que ça vient et comment est-ce qu'on va faire pour aller changer ça? Et surtout, tous les mécanismes psycho-émotionnels qu'il y a derrière aussi, il faut absolument aller creuser derrière tout ça. Pour moi, si on ne fait pas ça, si on n'a pas cet accompagnement vraiment global, c'est la porte ouverte à un deuxième, à un troisième, à un quatrième burn-out. Parce qu'on va pas avoir vraiment pris les choses dans leur globalité. Voilà, Ouais. Et des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Moi, je ça confirme, prend du temps. ça peut prendre beaucoup de temps selon si c'est des mécanismes qui sont en place depuis peut-être quelques années, depuis une déception, depuis un trauma ou depuis quelque chose, ou si c'est quelque chose, des mécanismes qui sont là depuis l'enfance. Et là, pour aller enlever tout ça et remettre des schémas qui sont sains, ça peut prendre du temps, donc ça, il faut s'y attendre, mais ça permettra d'avoir des résultats après sur le long terme pour éviter au maximum les rechutes, quoi. Parce que après, il y a tout ce que tu viens de citer, évidemment, qui est important pour que l'organisme au quotidien soit soutenu et donc qu'il puisse mieux s'adapter face aux différentes sources de stress. Mais si on peut éviter justement la principale source de stress au quotidien et quand elle vient d'une source psychologique, de tout un schéma de pensée qui se passe à l'intérieur de nous, il vaut mieux quand même se défaire de ça pour avoir un maximum de chances de notre côté, quoi. Exactement. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que quand on va aller recharger justement physiologiquement et qu'on va aller rééquilibrer, notamment les neurotransmetteurs, par exemple, hein, sérotonine, dopamine, rien que sans la dopamine, noradrénaline, en fait, on n'a aucune motivation, aucune envie. Et c'est difficile d'aller se prendre en charge psychologiquement quand on est déjà complètement déséquilibré et qu'on n'a plus envie de rien. Donc déjà, c'est pour ça que vraiment, pour moi, c'est des petits paliers en fait qu'on remonte un à un, c'est-à-dire qu'on va remonter un peu la motivation, on va remonter un peu le moral en fait, le mental, la clarté d'esprit, et après on a plus de capacité d'aller faire un travail psychologique derrière, d'aller creuser, ça demande de l'énergie de faire un travail sur soi, et comme tu dis, quand c'est des mécanismes qui datent de tellement loin que c'est devenu inconscient, c'est des mécanismes, hein, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et il faut quand même avoir la capacité de pouvoir faire ce travail-là. Donc c'est vraiment important d'allier les deux, quoi, de combiner les deux. Pour moi, c'est pas possible autrement. Ouais, mais je te rejoins et je trouve que justement notre rôle de naturo, qui est à la base éducateur de santé, c'est justement d'apprendre aux personnes à ce que leur organisme fonctionne de manière optimale, donner les clés au quotidien pour que le corps, voilà, et donc le cerveau fonctionne de manière optimale. Et donc ça passe effectivement par des plantes, de la nutrition, enfin toutes ces choses-là, qui va pouvoir aider le système nerveux à être bien équilibré et justement, moi j'en avais parlé dans un épisode avec j'avais partagé mes astuces favorites pour soutenir la santé psychique au quotidien. Et donc je voulais voir avec toi si on a les mêmes ou pas, il y aura peut-être des différences. Donc quelles vont être les plantes ou alors même les compléments alimentaires naturels que toi tu utilises régulièrement pour soutenir réellement en fait le système nerveux et permettre un rétablissement des personnes en burn-out. Alors ça dépend vraiment parce que, comme je disais tout à l'heure, les déséquilibres, ce sont pas tous les mêmes. On n'est pas forcément au même stade à chaque fois.
Donc ça dépend, j'individualise vraiment, mais bon, malgré tout, il y a quand même des choses qui reviennent beaucoup et qui sont indispensables et que si quelqu'un, par exemple, là, qui nous écoute, a fait un burn-out ou est en burn-out ou est en épuisement, c'est des basiques, on va dire, voilà. Mais faut vraiment garder à l'esprit que après, au cas par cas, on rajoute forcément d'autres petites choses en fonction des carences, des liens qu'il peut y avoir, de plein de choses en fait. Voilà, il y a tellement, tellement de champs d'application en phytothérapie, en aromathérapie, en nutrithérapie. Enfin bon, on pourrait en citer des dizaines et des dizaines, mais bon. Concrètement, la base, bon, ça je pense que voilà, on n'apprend pas grand-chose, mais le magnésium, ça clairement, c'est voilà, c'est la base de la base. Les complexes de vitamine B, évidemment, qui vont venir soutenir le système nerveux et c'est aussi lui qu'on va viser. En fait, dans un burn-out, si vraiment on prend les choses de manière globale, il faut aller nourrir le système nerveux et rééquilibrer les surrénales, globalement, quoi. Donc les vitamines B, les complexes de vitamine B, les oméga 3 qui sont absolument indispensables au bon fonctionnement du cerveau, ça c'est... Voilà, on en parlait, nous, il n'y a pas très longtemps, il faut qu'ils soient dosés, ces oméga 3, donc bon, c'est le cas de tous les compléments. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais que ce soit pour le magnésium, pour les vitamines B, pour les oméga 3 ou peu importe ce qu'on prend, moi j'encourage aussi vraiment les gens soit à se renseigner par eux-mêmes, soit à faire appel à un naturopathe ou une naturopathe ou à en tout cas des personnes qui ont des connaissances pour pouvoir savoir vraiment quels sont les dosages qui sont efficaces et quelles sont les formes qui sont efficaces. Parce que par exemple, moi je vois plein de personnes qui viennent me voir et qui me disent je prends du magnésium marin depuis 6 mois, ça fait rien. Oui, oui, le magnésium marin, ça sert à rien. Donc voilà, c'est vraiment jeter son argent par les fenêtres et C'est voilà. ça, Donc il y a ouais. aussi ça qui est hyper important. Quelle dose on va prendre, quel dosage on va prendre. Voilà, c'est des choses qui rentrent en ligne de compte, quoi. Ensuite, moi, il y a un truc que je vise aussi dans la récupération, au-delà des surrénales, c'est les mitochondries. Les mitochondries, c'est nos petites usines à énergie. Et ça, quand tu as fait un burn-out, tes mitochondries, a priori, elles sont KO et il va falloir les relancer. Sauf que les mitochondries, pour les relancer, il faut des cofacteurs. Il y en a une tonne. Et c'est là souvent que la récupération, elle se fait mal parce qu'on va s'arrêter à magnésium, oméga 3, voilà, les trucs qu'on connaît un peu, les vitamines B. Et on oublie ces petites mitochondries et on oublie qu'elles, il faut aller les nourrir. Ça passe évidemment par l'alimentation en premier lieu. Mais si on n'a pas les cofacteurs indispensables, c'est-à-dire les cofacteurs, on a vitamine B, vitamine C, le zinc, le magnésium, le fer, les oméga 3, le nombre de personnes qui sont carencées en fer et qui essayent de remonter d'un burn-out. Et à chaque fois, moi, je leur dis, mais c'est pas possible, en fait. Tant que ton fer ne remonte pas, tu as la moitié de ton organisme qui ne marche pas. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment tout ça qu'il va falloir aller chercher. Et la dernière chose, dans mes compléments un peu phares, ça va être pour soutenir les surrénales. Donc toi, je sais que tu es une adepte de tout ça. Ça va être les plantes adaptogènes. Pour la simple et bonne raison que je ne suis pas du tout fan de tout ce qui va être stimulation des surrénales. C'est un truc qu'on voit beaucoup dans la récupération du burn-out, dans les conseils qu'on trouve sur Internet. Ça va être de prendre des plantes qui vont aller stimuler les surrénales. Donc souvent, on va proposer du bourgeon de cassis ou alors de l'huile essentielle d'épinette noire. Et effectivement, c'est des super trucs. Quand on n'est pas en burn-out et qu'on a des petits coups de fatigue, ça va aller un peu booster les surrénales, ça va être un peu le café naturel, on va dire, bon, très très dosé, mais voilà. Et du coup, dans le burn-out, moi, j'ai souvent des personnes qui viennent me voir et qui me disent qu'elles font ça, qu'elles ont pris ça, qu'elles ont pris des trucs un peu pour booster leur surrénale. Bah non, parce que tes surrénales, elles sont déjà soit complètement KO parce que tu n'es même plus en mesure de produire du cortisol, soit tu es allé en pré-burnout et ça veut dire que tes surrénales, elles tournent à plein régime. Donc elles sont déjà en train de s'épuiser. C'est pas la peine d'aller les booster en fait, ni dans un cas ni dans l'autre. Donc moi, je conseille plutôt effectivement les plantes adaptogènes qui vont être hyper bien pour aller déjà réguler l'axe
thyroïde surrénale, où c'est souvent, hein, quand on fait un burn-out, la thyroïde, elle prend pas mal derrière. Et donc là, les plantes adaptogènes, ça va vraiment aller réguler l'adaptation au stress et ça va aller relancer en douceur les surrénales. Donc ça, c'est vraiment une erreur à pas faire, je pense, si les personnes qui nous écoutent sont en burn-out, n'allez pas stimuler les surrénales. Franchement, c'est pas la peine, elles sont déjà épuisées. Ça sert à rien d'aller. Ce serait. Ouais, on va leur taper dessus alors qu'elles sont déjà complètement KO, quoi. Donc ça, c'est vraiment, ouais, vraiment un truc qui est intéressant à savoir, je pense. Et après, ce que je conseille aussi, quand il y a des troubles du sommeil, mais même de façon générale, mais bon, ça c'est souvent aussi après plus dans le cadre d'un accompagnement, ça va être le 5-HTP, c'est-à-dire le précurseur de la mélatonine. Plutôt sous cette forme-là pour pareil, parce que de toute façon en général il n'y a plus de sérotonine, donc ce qui fait que tout le cycle un peu sérotonine, tryptophane, mélatonine, plutôt l'inverse, il se fait plus. Donc le 5-HTP, quand vraiment il y a des gros troubles du sommeil, des gros troubles de l'endormissement, ça peut être intéressant. Voilà un peu mes indispensables, on va dire, même si encore une fois, voilà, il faut vraiment individualiser, quoi. Oui, non, bah c'est très très intéressant. Et puis c'est vrai que même moi, la première, j'en parle pas nécessairement beaucoup des mitochondries, alors qu'effectivement c'est un indispensable. Donc merci d'avoir fait ce rappel. Et idem pour les surrénales, je suis tout à fait d'accord. Et j'ai même appris il y a pas longtemps, comme quoi tous les jours on en apprend, qu'au final, même les plantes adaptogènes, euh, selon la plante, en fait, il y en a qui seront beaucoup plus douces pour les surrénales. Et il y a des. Alors je sais plus c'est quoi son nom. On m'en a partagé une il n'y a pas longtemps, Céline qui était passée sur le podcast m'avait partagé le nom d'une médecin spécialisée en santé hormonale féminine et elle a fait tout un livre sur les hormones et elle expliquait que les plantes adaptogènes, on les utilise pas toutes au même moment selon l'épuisement, selon vraiment tel type de déséquilibre, etc. Donc même quand on est sur quelque chose qui est censé s'adapter, parce que voilà, eh bien il y a quand même des choses à prioriser, d'autres à prendre peut-être au bout de 3 mois, de 6 mois. Donc je me suis pas encore posée sur le sujet et je compte me fournir enfin me prendre le livre dès que possible. Mais voilà, je sais pas si toi tu avais déjà cette Ouais, ouais, ouais. complètement. Et donc là, je suis pas rentrée dans le détail, mais par exemple, pour être précise là-dessus, tu vois, par exemple, justement, je parlais de l'axe thyroïde surrénal. Moi, mes clientes, par exemple, qui vont avoir cet axe-là déséquilibré, ça va plutôt être l'ashwagandha, alors que sur un burn-out un classique, si on peut dire, en tout cas un épuisement qui n'implique pas forcément la thyroïde, mais qui ne va impliquer que les surrénales, ça va plutôt être le l'hétérocoque, par exemple. Ou le ginseng éventuellement, mais bon, celui-là, il est un peu plus compliqué, donc voilà. Donc effectivement, ouais, je ne vais pas utiliser les mêmes en fonction de la problématique. Et quand tu parlais là, j'ai aussi pensé à quelque chose que je n'avais pas souligné, mais parce que j'ai pas de complément miracle. Et là aussi, c'est vraiment au cas par cas, mais c'est surtout ne pas oublier le microbiote. C'est vraiment, alors ça aussi, c'est un truc qu'on oublie complètement dans le burn-out et voilà, mais il faut pas oublier que c'est aussi le siège, bon déjà de notre immunité, de plein de choses, mais c'est aussi le siège de certains des neurotransmetteurs, quoi. Donc les neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine, on sait qu'on est en carence pendant un burn-out, voilà. Et donc si le microbiote est déséquilibré, et c'est souvent le cas après un épisode long de stress, ce qui est le burn-out, c'est la résultante d'un gros stress, hein, même si ça s'est manifesté par des mécanismes, par plein de choses, le fait de ne pas savoir poser ses limites, tout ce qu'on disait tout à l'heure, on s'expose nous-mêmes de toute façon au stress et ça reste quand même l'une des causes principales. Donc forcément le microbiote aussi il va prendre et donc là il y a aussi un gros travail à faire. Et je te rejoins quand tu dis qu'il faut fonctionner étape par étape et qu'il y a des choses qu'il va falloir prendre au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 6 mois. Ben oui, complètement. Et c'est tout l'intérêt d'un accompagnement long dans le burn-out d'ailleurs. C'est que on est obligé de faire étape par étape parce qu'il faut recharger petit à petit et organe ou en tout cas sphère par sphère dans l'organisme, quoi. Ouais, complètement. C'est super intéressant comme complément, donc merci beaucoup. Et pour tout ce qui est recommandations, est-ce que tu en as particulièrement sur le plan nutritionnel à nous faire, à nous partager? Ouais, plein. Alors l'alimentation, dans le cadre d'un burn-out, c'est vraiment un soutien. Bon,
enfin, je suis naturopathe, donc évidemment que je dis ça, mais dans le cadre d'un burn-out, l'alimentation, c'est primordial en fait. Il faut vraiment la voir comme un soutien à nos fonctions qui ont été totalement épuisées. C'est-à-dire que on est sur un c'est un champ de mine, hein, notre corps après un burn-out, quoi. On a des carences qui sont assez nombreuses, on a toutes nos parties physiologiques qui sont épuisées. Et donc, on va aller trouver via l'alimentation un soutien au système nerveux, un soutien aux hormones, un soutien. Et alors, quand je dis aux hormones, c'est toutes les hormones, quoi. Hormones thyroïdiennes, les hormones qui gèrent la glycémie, les neurotransmetteurs, le cortisol. C'est tout le champ hormonal qu'il va falloir aller soutenir. Il va falloir aussi aller diminuer l'inflammation qui est provoquée par le stress, hein. Le stress, c'est un pourvoyeur d'inflammation infini. Souvent aussi, on peut être en état d'inflammation parce qu'on a un manque de sérotonine, donc on se gave beaucoup de sucre quand on est en burn-out. Donc pareil, facteur d'inflammation. Donc voilà. Donc vraiment, l'alimentation, elle doit venir en soutien. Donc moi, ce que je recommande déjà de prime abord, c'est de prendre des petits déjeuners, d'oublier complètement le jeûne intermittent le matin quand on est en burn-out, c'est pas possible. D'oublier tous les régimes, hein, d'ailleurs, c'est pas possible, quoi. Il faut se concentrer vraiment sur le fait de redonner des apports à notre corps. Notre corps, il a besoin d'apports, il a besoin d'être de choses riches en fait à ce moment-là. Donc ça va être des petits déjeuners riches en protéines et riches en gras, en bonne graisse évidemment, mais voilà. Il faut vraiment commencer par réussir à se relancer en fait dès le début de la journée. Parce qu'à partir du moment où on commence à notre journée en fait avec des protéines, avec des bonnes graisses, là on va aller nourrir les fameuses mitochondries déjà et puis relancer la machine en fait et toute cette cascade dont on parlait tout à l'heure où je disais quand il y a un truc qui est déséquilibré, le reste est déséquilibré. C'est ça en fait, c'est que là il faut refaire le trajet inverse, c'est-à-dire recommencer à éduquer notre corps pour que les cascades se mettent à couler de nouveau en fait. C'est comme si elles avaient été asséchées et là voilà, on va aller apporter des protéines, des bonnes graisses pour aller nourrir les cellules, pour aller euh, commencer à relancer les neurotransmetteurs, à relancer le système hormonal qui a besoin de tout ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment manger des protéines et du gras au petit déjeuner, quitte à se faire un repas complet. Je le dis hein, aux personnes que j'accompagne, c'est la première chose, hein. Tu vas manger un repas complet dès le matin. Ça va peut-être pas durer des années et des années, mais en tout cas pour le moment, il faut y aller quoi. Il faut vraiment pas avoir peur de manger et de manger riche, mais sain évidemment. Mais voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, ça va être d'adopter une alimentation plutôt à index glycémique bas, mais toujours avoir du sucre parce que c'est pareil, ça c'est notre carburant, hein, le sucre, donc il en faut absolument. Dans le burn-out, on a besoin de carburant, on a besoin encore une fois de relancer la machine. Donc manger donc des céréales semi-complètes, voilà, des choses qui vont nous apporter de la glycémie sur du long terme et qui vont venir refabriquer les briques et refabriquer notre mur interne, nos cascades, quoi. Donc du bon sucre, des fruits aussi, un peu, alors pas toute la journée non plus, mais bon voilà, quand même manger un peu de fruits, des dattes, voilà, des choses sucrées sans que ce soit des index glycémiques qui soient complètement explosés. Ça, on en a vraiment besoin. Euh, Souvent, je conseille aussi d'aller manger des choses, des fibres, beaucoup de fibres ou beaucoup de légumes cuits à la vapeur pour nous apporter des prébiotiques et des probiotiques pour commencer à aller renourrir le microbiote correctement, à aller relancer un peu cet axe intestin-cerveau qui est complètement hyper important. Voilà. Et puis évidemment, ce que je conseille beaucoup aussi, qui peut être accessible là, ça peut être de rajouter un peu de la vie dans son alimentation, c'est-à-dire prendre toutes les petites choses qui peuvent être ajoutées, qui sont faciles à manger, mais qui, au bout d'une journée, mises bout à bout, font quand même une alimentation bien vitale. Donc des graines germées, du gingembre, du curcuma, mais pas forcément en poudre, plutôt en racines, quoi. Vraiment des aliments bruts, des graines de lin, des graines de tournesol, des baies de goji, des choses comme ça en fait, manger un peu toute la journée. Voilà. Je conseille aussi pour les personnes qui n'arrivent pas encore à faire des gros repas le matin ou à avoir une alimentation très riche,
Même si c'est plusieurs petits repas dans la journée au début, bah tant pis, c'est pas grave. Mais vraiment pour apporter ce fonctionnement-là, quoi. Et puis voilà, éviter, bon, des trucs basiques, mais bon, éviter les protéines animales le soir, plutôt privilégier les glucides pour aller favoriser le cycle toujours bah, tryptophane, sérotonine, mélatonine, pour essayer de relancer le sommeil. Voilà. Globalement, ça, c'est vraiment les b.a.-ba d'une alimentation qui peut soutenir un burn-out, quoi. Enfin, en tout cas, l'éloigner le plus possible. Ouais. Bah merci, c'était très complet et c'est marrant parce que les personnes je pense qui a été présent à la conférence que j'ai donnée là vendredi dernier. Et justement, je parlais effectivement de tout ça, vu que je parlais du fameux lien entre nutrition, cerveau et digestion. Oui, de toute façon, c'est simple, c'est des conseils, en tout cas pour la plupart, qui valent pour tout. Ça peut paraître basique, mais en fait, ça vaut pour tout. Donc bah écoute, c'était super complet. Donc je pense qu'il y aura de quoi faire avec ça. Et maintenant, plutôt en termes vraiment dans le mode de vie en général, parce qu'on en a parlé des nutriments, on a parlé de l'alimentation, du sommeil, etc. Mais est-ce que tu recommandes certains changements particuliers dans le mode de vie des personnes là, qui nous écoutent, qui seraient justement soit en burn-out ou qui aimeraient prévenir le burn-out? Ouais, c'est oui, oui, bah oui, plein aussi, plein, qui pareil, hein, peut-être on risque de se dire: «Ouais, en fait, c'est applicable à tout le monde». Oui, effectivement, dans le sens c'est applicable à tout le monde, dans le sens où si on veut éviter d'être en épuisement à un moment donné ou de se traîner une fatigue constante, bah oui, c'est sûr que c'est le genre de choses qu'il faut appliquer, enfin qu'il faudrait appliquer. Donc ça va être, je pense que la chose la plus sous-estimée, vraiment, le truc où tout le monde s'en fout complètement, c'est l'oxygénation. L'oxygénation et la respiration. C'est vraiment la chose qu'on pourrait changer au quotidien, c'est-à-dire bon, ben, faire une activité physique ou ne serait-ce que aller s'oxygéner, aller marcher, aller prendre l'air une fois, deux fois, trois fois dans la journée et faire des exercices de respiration. Mais ça a un tel impact sur la santé que c'est fou qu'on n'ait pas encore intégré ça à notre hygiène de vie. Et sur le burn-out, bah, ça en a d'autant plus parce que si on va encore dans le détail sur ces fameuses mitochondries, bah, elles ont besoin de protéines, de gras, mais elles ont aussi besoin d'oxygène. Donc en fait, on pourrait avoir une super alimentation et mettre en place un peu tout ce que j'ai dit avant. Si tu respires pas à côté, ça servira à rien. Ça servira à rien parce que en fait, la formule chimique des mitochondries, c'est ça, quoi. Donc en fait, s'il te manque l'un ou l'autre, ça ne marchera pas. Pareil pour la régulation du système nerveux, la régulation du stress. Respirer, c'est l'une des clés en fait. Je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent, si elles se mettent à respirer demain en fait et que leur burn-out, leur épuisement n'est pas trop avancé, en fait ça va régler 50%, 60% de leurs problèmes. Mais c'est certain quoi. Donc ça c'est vraiment s'il y a un changement à essayer d'amener dans son quotidien, pour moi, c'est l'oxygénation. Donc c'est le truc le plus basique qui soit et où peut-être que les gens vont être déçus de se dire mais c'est nul comme conseil, mais en fait c'est un vrai conseil qu'il faudrait adopter. Et ensuite, ben, bien entendu, je pense travailler sur ses limites, apprendre à dire non, soigner son syndrome de l'imposteur, étanchéifier vraiment ses limites, parce que ça c'est un truc dans le burn-out qui est dans 90% des cas, il y a un problème à ce niveau-là et on a du mal à. On est des éponges, quoi. Ou alors, si on prend une métaphore naturo, on est des intestins poreux, quoi. On laisse tout passer, tu vois. Tout passe, on a du mal à dire non, on culpabilise pour un rien, on a peur du jugement. Parfois, si on va plus loin, on peut même dire qu'on a peur de l'abandon, enfin voilà. Tout ça, si on va le travailler, c'est pareil, c'est déjà un changement en soi. Et puis aussi être à l'écoute des signaux, apprendre à repérer les signaux d'alerte. Ça, c'est un exercice que je fais faire dans mon accompagnement, c'est-à-dire comprendre à quel moment et comment notre organisme nous envoie des signaux de t'es en train de dépasser les limites. Parce que souvent, quand on a fait un burn-out ou quand on en a fait plusieurs, c'est les limites, ça n'existe pas, quoi. Que ce soit de l'extérieur vers l'intérieur, mais de nous à l'extérieur, c'est pareil. On capte pas, en fait. Il y a plein de signaux qui nous alertent depuis des semaines, voire des mois, que si ça se trouve, on a eu des troubles digestifs, mal au dos, mal à la tête, mal à la jambe ou je ne sais quoi.
Et nous, on est tellement la tête dans le guidon, tellement avoir envie de fonctionner comme des machines qu'on a complètement ignoré ça. Et vraiment refaire remonter ces choses-là à la surface et apprendre quels sont les red flags en fait, les signaux d'alerte. Je pense que ça, c'est un outil qui est hyper important au quotidien pour pas tomber dans un épuisement. Savoir à quel moment il faut s'arrêter et à quel moment notre corps nous dit là, tu vas dépasser la limite en fait si tu te reposes pas, si tu fais pas quelque chose maintenant. Ça, c'est important. Euh, et puis, ben, encore une fois, comprendre que notre alimentation a un lien direct sur notre santé mentale. Ça, c'est dans l'hygiène de vie, pour moi, c'est indispensable de comprendre vraiment qu'il y a toute une partie de notre santé mentale qui débute en fait dans le sens intestin-cerveau et pas à l'inverse. Et que par conséquent, si on met en place toutes les choses que je viens de dire, mais qu'on ne soigne pas son alimentation au quotidien, ben ça va être compliqué en fait. On va pas réussir à s'en sortir. Donc oui, dans l'hygiène de vie, dans les conseils d'hygiène de vie, ben, bien sûr faire attention à son alimentation. Après, faire attention à son entourage aussi, c'est important. Se savoir, bah oui, dans quel entourage on évolue, est-ce qu'on est dans un environnement qui est bienveillant, est-ce qu'on est dans un environnement sain. Euh, Ça va aussi jusqu'à est-ce qu'on se sent bien chez soi en fait, tout simplement. C'est vraiment est-ce qu'on se sent rassuré, est-ce que ouais, pour moi c'est tout ça. Tous les conseils d'hygiène de vie là, c'est tout ça. Ouais, bah, c'était très complet et justement, tu as bien fait de nous parler de l'oxygénation, même si voilà, pour toi c'est quelque chose de simple, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez et c'est indispensable. Donc non, pour moi c'était vraiment un conseil, même des conseils super pertinents, donc merci beaucoup. Et même si tu as déjà un petit peu répondu à cette question, que ce soit là ou même tout à l'heure au début, mais est-ce que pour toi, va y avoir vraiment une différence dans la prise en charge entre une personne qui est déjà en burn-out et une personne qui est à la limite du burn-out? Ouais, ouais, complètement. Complètement. Donc déjà, bah ouais, comme on le disait tout à l'heure, physiologiquement, il se passe pas forcément les mêmes choses au niveau du cortisol. Donc où, voilà, la personne en pré-burnout, burn-in, elle va être défoncée, si je puis dire, à l'adrénaline, à la noradrénaline. Il va y avoir des pics de cortisol qui font qu'elle va être au taquet. Et puis la personne qui est tombée, déjà, elle, il n'y a plus de cortisol, quoi. C'est vraiment, les surrénales ont fermé la boutique. Elles ont dit, bon, là, c'est bon. En fait, tu nous en as trop demandé, on ne peut plus fournir le matériel, donc voilà. Donc à partir de là, forcément déjà le champ d'application va pas être le même. Mais il y a aussi, je pense, une chose qui est importante de savoir, c'est que paradoxalement, ça va être plus difficile d'accompagner ou en tout cas ouais, de suivre une personne qui est en pré-burnout, parce qu'à ce moment-là, on s'en rend pas compte et on veut pas lâcher. On veut pas lâcher, hein. Souvent, c'est le moment où on se dit non, mais je peux pas, j'ai trop de responsabilités, j'ai trop de choses à faire, ou on a l'impression qu'on exagère, tu vois, quand par exemple nos amis vont nous dire t'as l'air fatigué ou tu devrais peut-être un peu lever le pied ou comment tu te sens, t'es sûr que t'as pas un peu trop de charge mentale en ce moment ou voilà, est-ce qu'il faudrait pas que tu prennes des vacances ou voilà, souvent la réponse c'est mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps en fait. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Si je fais ça, euh, tout ce qui régit ma vie va s'écrouler en fait. Et donc ces personnes-là, c'est compliqué de les atteindre parce que on est en mode automatique quoi, pilote automatique. On veut continuer, on veut pas lâcher. Et on sait hein, que ça va, souvent on le sait, hein, il y a notre petite voix qui nous dit ça va pas bien se passer si tu continues, mais il y a une autre voix qui nous dit mais tu es faible en fait, tu vas pas t'arrêter comme ça, c'est bon, tu es, je sais pas, tu es une chochotte ou tu vas pas te plaindre quoi, il y a toujours pire que nous, il y a toujours, voilà, donc c'est difficile. Du coup, je pense que dans les accompagnements, physiologiquement, pour une personne en pré-burnout, on va plus axer l'accompagnement sur le fait de prendre soin des surrénales, d'aller trouver un équilibre dans l'alimentation qui va favoriser le fonctionnement des surrénales et surtout, on va aller réguler le système nerveux. Parce que quand on est en pré-burnout, on est comme on dit, un peu en mode orthosympathique. C'est-à-dire qu'on va avoir le mode parasympathique, le mode orthosympathique, le para étant la pédale de frein et l'ortho étant la pédale d'accélérateur. Bon, quelqu'un qui est en pré-burnout, il est sur la pédale d'accélérateur 24 heures sur 24 et
et rouler, quoi. Donc là, pour moi, dans la prise en charge, il va falloir plutôt aller axer sur le système nerveux, réguler le système nerveux, calmer le système nerveux et permettre à la personne de trouver en fait une régularité dans son rapport au stress et de moduler son rapport au stress en fait et qu'elle aille si possible pareil modifier ses mécanismes en fait et essayer de changer de schéma mentaux. Alors que sur une personne qui est déjà complètement en burn-out, cette personne-là, elle sait qu'elle est allée trop loin, donc ça va être plus facile de travailler sur les limites. En général, les personnes qui ont fait un burn-out, souvent, on s'est fait peur en fait. On arrive au stade où on se dit, en fait là, j'ai cassé mon corps et je ne sais pas comment je vais faire pour redevenir la personne que j'étais avant. C'est tellement effrayant cette sensation de se dire qu'on ne redeviendra plus jamais la personne qu'on était avant, que souvent on est quand même plus à même d'entendre les conseils et de se prendre en charge parce qu'on sait que là on est allé trop loin. Et c'est voilà. Donc à ce moment-là, il va falloir plutôt là agir sur la récupération, la reminéralisation et soigner les carences, quoi. Voilà, traiter les carences. Voilà, donc c'est en ça que les deux diffèrent. Je sais pas si j'ai été très claire là sur les deux. Si, si, je te rassure, c'était très clair et je pense que les auditrices, auditeurs qui nous écoutent, pour eux, je pense aussi que c'est très clair, donc merci. Donc on arrive dans la fin de cet épisode qui est très enrichissant, donc encore merci. Est-ce que tu pourrais nous partager des exemples de réussite de personnes que tu as aidé à surmonter le burn-out grâce à la naturo, justement? Ouais, ben dans mes clientes et clients, alors j'ai très peu d'hommes, mais bon, il y en a quand même. Euh, je peux peut-être parler des différences concrètes qu'il y a dans leur quotidien. Ça parle plus, je pense, aux gens. Ça va être bon, ben déjà le fait d'arriver à sortir du lit le matin. Pour certaines personnes, c'est c'est une énorme différence. Le fait de retrouver leur sommeil, en fait, de retrouver un sommeil de qualité et non plus de ne plus avoir besoin de dormir 12 heures par nuit, en fait, pour tenter de se reposer. C'est des personnes qui souvent me disent qu'elles ont plus de coups de barre en journée, qu'elles n'ont plus de besoin de se jeter sur le sucre, parce que alors ça, c'est vraiment... alors, je dis le sucre, c'est ce qui revient le plus souvent, mais il y a aussi des personnes, ça va être la cigarette ou l'alcool, ça va se reporter sur des addictions quelconques qui sont toujours en lien avec la sérotonine et avec le fait d'avoir besoin de réconfort. On est en telle carence de sérotonine en burn-out que bah, on a besoin de se réconforter avec quelque chose, donc ça va être ouais, la cigarette, l'alcool, souvent le sucre, parfois même les trois. Et voilà, donc ça aussi c'est quelque chose qui change beaucoup. Les gens me le disent, bah, en fait j'ai plus besoin de manger du sucre, j'ai plus besoin de me jeter sur les placards en rentrant chez moi. Voilà, il y a donc plus de coups de barre. Un cerveau qui fonctionne normalement, ça on me le dit beaucoup. Il y a une des personnes qui m'a dit il y a pas longtemps, j'ai l'impression que mon cerveau fonctionne en fait de nouveau, quoi. Que je peux réfléchir normalement, donc il y a ce brouillard mental qui disparaît complètement. Euh, une manière de s'organiser aussi qui change, c'est un truc dont on parle beaucoup parce que souvent les personnes quand elles arrivent, elles ont l'impression qu'il n'y a rien à faire en fait, qu'il n'y a rien à changer parce que de toute façon dans le quotidien, on est tellement happé qu'on se dit mais oui mais je suis fatiguée, je suis épuisée mais de toute façon je peux pas faire autrement dans mon quotidien que de fonctionner comme je fonctionne actuellement parce qu'en général bah, soit les personnes ont des responsabilités, soit ça va être que ce soit des parents ou pas d'ailleurs, mais il y a toujours des choses où on se dit mais moi mais j'ai le travail, j'ai ci, j'ai ça, j'arrive pas à... J'ai trop de choses en fait et même si je changeais ça, si je changeais le fait d'être épuisée, mon quotidien il va me rattraper quoi. Donc en fait non, il y a aussi cette différence là qui revient beaucoup après l'accompagnement, c'est le fait d'avoir appris à s'être organisé un peu mieux et à avoir régulé son stress justement, à avoir régulé cette manière qu'on a d'appréhender les choses et d'être sous pression tout le temps. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'un de mes objectifs et je suis contente quand on me dit bah ça va mieux à ce niveau-là, j'ai plus une pression constante en fait sur les épaules, j'arrive à respirer au quotidien, j'arrive à être soulagée. Donc ça c'est hyper important pour moi. Et après, évidemment, ce qui revient, c'est le fait d'arriver à avoir changé d'état d'esprit, en fait, à avoir switché, à réussir à dire non, à mettre des limites et à pas se sentir coupable, en fait, à être bien.
Voilà. Hem Après, on va avoir aussi les effets un peu, un peu secondaires, qui vont être des gens qui ont perdu du poids, par exemple, qui en avaient pris. Souvent, ça, c'est lié, par exemple, à un ralentissement du métabolisme, soit dû à l'inflammation, soit, à la thyroïde, parce que la thyroïde, bah, peut avoir pris quand il y a un épuisement des surrénales. Donc, les personnes, elles arrivent, elles me disent souvent: «Beh, j'ai pris du poids, je comprends pas pourquoi». Bon, bah, finalement, avec toutes les régulations qu'on va faire, il va y avoir des changements à ce niveau-là. Des personnes aussi qui reprennent une activité physique, même si c'est pas forcément du sport, mais qui reprennent une activité physique et qui arrivent à prendre du plaisir à ces changements-là. Et moi, ce que j'aime le plus aussi, c'est quand on me dit, à la fin de l'accompagnement: «J'ai fait plein de changements, mais je m'en suis pas rendu compte». Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que ce que je mets en avant dans cet accompagnement et qui est hyper, hyper, hyper important à mon sens, c'est le fait qu'on ne peut pas faire des changements radicaux en une fois, quoi, en une semaine ou même en 2 semaines. Et donc, c'est aussi pour ça qu'un accompagnement long, et notamment dans le burn-out, où on arrive, où on est complètement épuisé, dire aux gens de faire des changements alors qu'ils sont dans le cirage complet, c'est une montagne à gravir pour eux, en fait. C'est hyper compliqué. Et souvent, d'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes qui ne font pas l'accompagnement ou qui ont peur parce qu'elles se disent mais en fait ça va être trop épuisant quoi. Je peux rien faire de ma journée. Comment est-ce que je vais faire pour me prendre en main? Donc l'important pour moi c'est vraiment de leur amener des changements petit à petit, étape par étape et de faire en sorte qu'elles se rendent pas compte en fait que chaque jour elles vont changer un petit truc et qu'au bout de 3 mois en fait elles se disent j'ai changé mon alimentation, j'ai changé mon hygiène de vie. Parfois même je leur fais changer tout ce qu'elles mettent sur leur peau tellement il y a des perturbateurs endocriniens des fois ou voilà. On change tout complètement sans que ce soit radical. Et ça c'est important et quand les personnes elles me disent bah j'ai changé plein de trucs mais j'ai pas souffert, ben là je suis contente. Voilà. Donc en gros, c'est ça les changements qui viennent, enfin les retours qui viennent le plus souvent, quoi. Bah c'est top, franchement, c'est des super changements et ça montre que, bah, comme quoi quand l'accompagnement il est bien fait et qu'on agit vraiment sur tous les plans, on arrive à avoir, des résultats concrets et à se défaire en fait de tout ça donc bah, ça va donner beaucoup d'espoir, je pense, aux personnes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient réagi quand j'avais partagé mon histoire avec le burn-out. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi concernées, donc voilà. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu as un conseil en particulier ou une citation ou un mot en fait que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent, qui souhaiteraient tout simplement en savoir plus sur soit la manière de prendre soin d'elles, soit sur, voilà, de manière générale, sur la vie. Après, c'est pas forcément lié au burn-out, mais vraiment quelque chose qui t'inspire, quoi. C'est vaste. Oui, alors, en fait, je pense que ce qui est important, c'est de prendre le temps. Bon, c'est quand même quelque chose qui est lié au burn-out malgré tout, mais souvent, quand on est épuisé, quand on arrive à ouais, un burn-out, à un épuisement, on n'a pas le temps. On veut aller hyper vite, même dans la guérison, hein. Même les gens qui viennent me voir et qui sont par terre, qui sont KO, où ils peuvent plus rien faire, bah souvent, la première chose c'est: «Et moi je veux guérir vite en fait». Alors que c'est pas possible, c'est pas possible. Donc pour moi vraiment, l'une des choses qui est importante, c'est de comprendre que la santé, ça prend du temps, et qu'il faut vraiment, y aller étape par étape et qu'il n'y a pas de guérison possible sans, sans se laisser le temps, quoi. Que vraiment ouais, pour guérir, il faut prendre le temps. Après, il y a autre chose aussi. Bah, là, c'est toujours dans le cadre du burn-out, mais je pense que c'est important à entendre parce que c'est des choses que les gens entendent trop. C'est souvent une espèce de culpabilité qu'on a quand on est en burn-out parce qu'il y a tellement d'idées reçues dessus, du type, bah, tu fais rien ou alors, quand est-ce que tu vas te remettre à travailler? Mais tu vas pas rester dans cet état-là, indéfiniment ou alors, mais non, mais c'est dans ta tête, c'est voilà. C'est des propos qui sont hyper, hyper, hyper culpabilisants et qui ne nous aident pas du tout quand, bah, quand on est dans un burn-out et qui ne nous aident pas à lâcher un peu la pression et à relâcher. Ce qui est déjà très compliqué pour quelqu'un en burn-out de lâcher et de se permettre de ne rien faire. Faut comprendre ça aussi que malgré les apparences,
c'est extrêmement compliqué pour une personne qui fait un burn-out parce que souvent, c'est des personnes qui géraient tout avant et qui, par conséquent, n'ont pas l'habitude de se voir démunies et de se voir diminuer. Donc pour elles, c'est compliqué. Donc dans plus de ça, d'entendre qu'on leur dit mais en fait tu fous rien de tes journées, c'est le summum quoi. Donc pour ces personnes-là qui sont dans cette situation actuellement, vraiment, mais vraiment, je les encourage à profiter du temps d'arrêt maladie, par exemple, qu'elles peuvent avoir si elles ont la chance de l'être, et vraiment de comprendre que oui, c'est une chance et que le repos, c'est primordial, que le fait de ne rien faire, c'est aussi guérir, quoi. Et que il faut pas se laisser absorber parce que le reste du monde va penser, peu importe. Comprendre que là, c'est notre physiologie, c'est notre organisme qui a montré tous les signaux d'alerte et que c'est important de ne rien faire, de faire des siestes à longueur de journée s'il faut, de passer sa journée devant une série s'il faut. Si c'est fixer le plafond toute la journée, c'est fixer le plafond toute la journée. Mais en fait, ça, c'est des étapes de la guérison du burn-out. Et si tu passes pas par cette étape-là, ça veut dire que tu es en train de lutter pour aller mieux, sauf que tu n'as pas la force de le faire. Et vraiment, mais vraiment, vraiment, pour moi, c'est un truc qui est primordial à entendre parce que c'est la chose que je suis obligée de répéter quasiment chaque semaine pendant les 12 semaines que dure mon accompagnement. Pendant les 2 premiers mois, c'est vraiment le truc que je répète chaque semaine aux personnes que j'accompagne parce que c'est tellement dur pour elles de lâcher, c'est tellement compliqué d'accepter de ne rien faire et que c'est pas grave et que ça ne dit rien d'elle, c'est très très difficile. Donc vraiment, je sais que les personnes qui sont en burn-out et qui nous écoutent, je mets ma main à couper quasiment, qu'elles sont toutes dans cet état d'esprit-là. Et vraiment, mais vraiment, j'ai vraiment envie de leur dire, mais prendre le temps de ne rien faire, c'est nécessaire à la guérison et c'est indispensable au début. C'est indispensable. C'est vraiment... faut pas culpabiliser. Déjà, elles sont pas toutes seules. Il y a plein de gens qui sont dans cette situation-là. Il y a plein de gens qui vivent la même chose et qui ressentent la même chose. Et il y a plein de gens extérieurs qui comprennent pas ce qui se passe et c'est pas grave en fait. On leur demande pas de comprendre, tant pis. Le principal, c'est de se centrer sur nous-mêmes et la mission principale de quelqu'un en burn-out, c'est d'être égoïste. Voilà. C'est d'être égoïste et de se faire passer en premier jusqu'à ce que ça aille mieux. Et après même, d'ailleurs, évidemment. Mais voilà, de vraiment prendre le temps de rien faire. De ne rien faire, quoi. Et c'est ok de rien faire et ça ne dit rien de votre personnalité, ni des ambitions que vous pouvez avoir, ni de vos qualités, ni de rien du tout, en fait. Ça dit juste que là, c'est le temps du repos et que ce repos, il est nécessaire pour repartir du bon pied après. Mais tant qu'il n'y a pas une phase de rien, de glandage total, on peut pas aller mieux après. On peut pas aller mieux si on passe pas par là. Ouais, mais je te rejoins ouais, complètement. Parce qu'en plus, et c'est ce que tu dis très bien, pour l'avoir moi-même vécu, c'est vraiment, pour moi, il y a des pathologies invisibles qui font que ça ne va pas amener l'empathie des gens comme le ferait une pathologie qui se voit où on sait tout le monde, par exemple, que c'est dur à traverser, etc. Et clairement, pour le coup, le burn-out, je mets aussi la dépression dans le lot. C'est vraiment des pathologies qui, comme ça touche dans la majorité du temps l'aspect mental avant de toucher l'aspect physique, enfin ça dépend, mais en tout cas c'est vraiment là-haut que ça se passe, quoi. Euh, et les symptômes, la plupart sont invisibles pour les gens. C'est pas comme un handicap ou un handicap physique, en physique en tout cas, ou alors des symptômes physiques qui vont se voir. Et là, non, c'est des symptômes pour la plupart qui sont invisibles. Et c'est toujours ce truc de bon bah bouge-toi un peu, ça va pas se partir comme ça tout seul, machin. En fait, c'est des pour moi clairement une personne qui n'a pas vécu un burn-out, quel qu'il soit, qui n'a pas vécu une dépression. Après, il y a d'autres pathologies hein, qui sont invisibles. Évidemment, il y a que ces personnes qui peuvent comprendre ce que c'est et la difficulté que c'est non seulement d'y faire face, d'accepter d'être dans cette situation-là, mais en plus de s'en sortir. Et comme tu l'as dit, le truc c'est que souvent bah, l'entourage, etc., ils vont donner des conseils, ils pensent bien faire, hein, la plupart, c'est pas méchant.
Mais sauf que ces conseils, ils sont encore plus culpabilisants, comme tu l'as dit, et au final, ils peuvent nous enfoncer encore plus qu'autre chose. Donc, ouais, faites attention effectivement à ça, et peut-être essayer d'avoir dans votre entourage des gens qui ont traversé ces choses-là et qui comprennent réellement ce que vous traversez, parce que effectivement, c'est très dur de discuter avec quelqu'un qui n'a pas idée en fait, qui a milieu de s'imaginer, c'est pas une petite fatigue, c'est pas non j'ai besoin d'une journée de sommeil et ça va passer, non c'est pas ça, ou dépression, c'est pas oh là je suis triste, c'est pas ça en fait, c'est très profond. Donc ouais, merci beaucoup d'avoir rappelé ça et effectivement le fait aussi de prendre son temps parce que on est humain en fait, hein. Quand on ne va pas bien, on a envie d'aller mieux tout de suite. C'est normal, on peut pas en vouloir à qui que ce soit. J'ai été moi-même comme ça, je pense même l'être encore par rapport à certains trucs qui me restent du burn-out. Mais en fait, entre le fait de le savoir et de l'accepter, c'est différent. Donc essayez ouais, d'être bienveillante envers vous et voilà, après, de mettre en place tout ce que tu nous as dit, ça va déjà être très 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 utile. Donc écoute, merci beaucoup. Et alors, est-ce que tu as un petit quelque chose à nous partager pour finir? Et je voulais aussi que tu nous partages où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui aimeraient découvrir ton contenu et ton travail. Alors donc pour finir, ben, j'ai envie de dire aux personnes qui sont épuisées ou en burn-out ou en pré-burn-out, mais qui ne le savent pas encore, de prendre soin d'elles évidemment, mais que déjà on en revient du burn-out, c'est possible. Effectivement, c'est vrai que c'est long, que c'est très individuel aussi comme cheminement. Donc voilà, d'une personne à l'autre, on va pas avoir les mêmes causes et on va pas parfois en plus on découvre aussi d'autres problématiques quand on va creuser dans le burn-out, donc forcément ça peut prendre plus de temps pour certains que pour d'autres, mais c'est possible de se relever du burn-out. Pour toutes les personnes qui ont peur d'être allées trop loin, d'avoir cassé leur corps, de ne plus jamais redevenir la même, euh, si c'est possible, et en même... Alors, oui, enfin, moi je vais essayer de pas être trop longue, mais c'est une bonne nouvelle de ne pas redevenir la même personne que précédemment, parce que si vous redevenez la même personne, ça veut dire que vous allez refoncer tête baissée dans un burn-out. Donc c'est bien de changer à travers le burn-out. Parfois c'est un mal pour un bien. Et à la fois, si vous allez retrouver vos capacités, oui c'est possible, même si c'est long par moment, c'est possible de retrouver son énergie, de se sortir de ce brouillard mental, de retrouver ses capacités cognitives. Oui, c'est possible avec, voilà, avec le bon support, le bon soutien. J'ai envie de dire aux personnes aussi de ne pas hésiter à se faire accompagner par des naturopathes ou en tout cas par des personnes qui font une prise en charge globale et qui vont aller chercher, on n'en a pas trop parlé de ça, mais qui vont aller chercher les bons marqueurs aussi sur les prises de sang, les choses comme ça pour le burn-out. Même si, bon, au final, c'est pas si indispensable que ça, hein. Quand on est en burn-out, on est en burn-out, donc que ça se voit sur la prise de sang ou pas, c'est pas grave. Mais bon, voilà, quand même, d'avoir un suivi, un vrai suivi qui ne soit pas que psychologique. Que vraiment, c'est important de voir un psychologue ou, voilà, ou d'avoir un suivi psy quel qu'il soit, mais que le suivi physiologique, il est tout aussi indispensable parce c'est pas dans la tête, quoi. C'est pas dans la tête, c'est aussi dans le corps. Donc vraiment, faites-vous accompagner, n'hésitez pas voilà, à prendre le temps de vous faire accompagner pour en sortir parce que avec un bon accompagnement, c'est possible. Voilà, ça c'est ce que j'ai à dire en dernier mot. Et après, pour où est-ce qu'on peut me retrouver? Eh ben, sur Instagram principalement. Donc mon compte Instagram c'est Cindy Venant tout simplement, de mon prénom et de mon nom. Voilà, et donc c'est un compte sur lequel je partage, j'essaye au maximum de partager des choses qui soient utiles pour les personnes qui vont pas forcément me consulter d'ailleurs, mais que, en tout cas, voilà, si vous vous posez des questions sur l'épuisement, sur le burn-out, je mets un maximum de ressources sur ce support-là. Voilà, j'essaye de poster régulièrement. Et voilà, et je suis aussi tout à fait disponible en message privé quand on me demande des conseils ou des choses comme ça. Je ne fais pas de consultation en privé, mais je réponds aux questions. Je suis très disponible en tout cas sur les réseaux, donc faut pas hésiter à me suivre et à me solliciter si besoin. Voilà. Je te remercie beaucoup, Cindy, d'être intervenue et de nous avoir partagé toute ton expérience, tes conseils, parce que voilà, clairement, c'est un sujet qui est
super important. Du coup, voilà, encore merci parce que c'était vraiment très complet en termes de conseils et franchement, c'était très bien expliqué. Donc, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Et puis, bah écoute, moi je te dis à bientôt dans tous les cas sur Insta, hein, on va pas comme d'habitude. Et puis, Pas forcément de naturopathie d'ailleurs, non, nous en général, c'est plutôt Buffy contre les vampires. c'est plutôt la passion commune. C'est ça, j'ai mon acolyte pour ça, donc ça c'est top. Exactement. Bah encore merci Mais en tout cas. merci à toi, Marina, de m'avoir invitée, parce que bon, toi tu le sais, je te l'ai déjà dit, mais les auditeurs ne le savent pas forcément. Mais donc ton podcast, c'est quelque chose qui m'a accompagnée pendant toutes mes études de naturo, qui a été un vrai support pour moi. Voilà, ça fait des années que je t'écoute et voilà, le fait d'intervenir ici aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un honneur, je te l'avais déjà dit. Donc, je te remercie infiniment pour cette invitation et voilà, et j'espère avoir été à la hauteur de tes précédents invités et du sujet surtout. Et voilà, même s'il y aurait encore des millions de choses à dire évidemment, mais merci beaucoup. Bah c'est avec grand plaisir et oui bien sûr, c'était vraiment génial. Donc comme ça la boucle est bouclée, t'écoutais le podcast et maintenant t'es venu sur le podcast, donc c'est génial. Bah encore Exactement. merci pour tes mots qui me touchent beaucoup et puis bah je te dis à très bientôt. À très bientôt, Marina. Do 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 do.